Bien, cher public, alors est-ce que vous avez, vous, un téléphone fixe? J'imagine que oui, mais on ne s'en sert pas tellement des téléphones fixes, hein. Aujourd'hui, c'est surtout les portables. Voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Et de temps en temps, parce que les téléphones fixes, c'est toujours des démarchages. Est-ce qu'on peut vous refaire vos fenêtres, vos machins, les tellement. Et là, il se trouve que il y a un certain temps déjà, j'étais sur mon canapé et j'étais assis à côté de mon téléphone fixe. D'habitude, je ne réponds pas parce que c'est toujours... Et là, je regardais un film qui n'était pas passionnant et donc ça sonne. Et bien donc, j'ai le réflexe de décrocher. Et là, j'ai eu une très bonne surprise, parce que j'ai eu une voix féminine tout à fait charmante et sympathique, assez suave d'ailleurs, une voix d'une personne qui n'était pas forcément, qui n'avait pas 15 ans, mais c'est pas plus mal, parce que par les temps qui courent, il ne faudrait pas avoir mis tout sur le dos. Donc je n'en dirai pas plus sur la personnalité, sur la voix de cette femme. Alors évidemment, je n'avais que le ramage, hein, je n'avais pas le plumage, parce que je n'ai pas l'écran sur mon téléphone fixe. Et alors, j'entends cette voix tout à fait sympathique, Monsieur Chevalier, je dis oui, madame, voilà. Eh bien, je suis journaliste. Ah, il y a une journaliste qui m'appelle comme ça chez moi impunément, c'est bien. Je travaille pour un magazine féminin, alors je ne me rappelle plus ce que c'était, je ne sais plus si c'était Cosmopolitan, Elle, Biba, Marie-Claire, Marie-France, Le Figaro, Madame, enfin, la littérature féminine intellectuelle qu'on connaît. Ah ben non, mais c'est très bien, hein, il y a de belles images hein, parfois. Et puis, elle me dit, voilà, ben, vous avez gagné. Oh, ben, je dis, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai gagné? Elle me dit, vous avez gagné à être connu. Donc, elle était plutôt rigolote. Je dis, je vous remercie. Voilà, en fait, on voudrait faire un petit... Enfin, on procède à une sorte de questionnaire de Proust. Est-ce que ça vous intéresserait de répondre à ce questionnaire de Proust? Alors, je dis, vous savez, madame, vous êtes très aimable, mais moi, je ne suis pas un spécialiste de Proust. D'ailleurs, je n'ai jamais lu Proust, c'est vrai, je le confesse, ben, j'ai pas de temps à perdre. Et elle me dit, mais vous savez, ce n'est pas le vrai questionnaire de Proust, c'est simplement de savoir si des questions un peu analogiques, à la manière de. C'est par exemple du style, si vous étiez un animal, qu'est-ce que vous seriez? Si vous étiez une plante, qu'est-ce que vous seriez? Si vous étiez une couleur, qu'est-ce que vous seriez? Si vous étiez un sentiment, qu'est-ce que vous seriez? Enfin, des trucs, des questions, oui, des questions pour bonnes femmes, quoi. Et... Ah ben non, mais mesdames, vous avez le droit de vous distraire, hein, quand on est désœuvré. Et alors, elle me dit, il faut répondre très très vite. Je ne sais pas, je ne vais pas être capable de répondre comme ça très vite à brûle-pourpoint. Elle me dit, non, vous répondez sans réfléchir. Oh ben, je dis, si c'est sans réfléchir, il n'y a pas de problème, j'y vais. Eh ben, vous savez, c'est pas facile de répondre comme ça de but en blanc à des questions qu'on vous pose comme ça au téléphone. Alors, la première question, par exemple, elle me dit, quel est le principal trait de votre caractère? Bon. Ben, vous savez, quand il faut répondre comme ça, madame, si je vous pose par exemple la question, oui, pendant ce temps-là, madame s'essuie ses lunettes, non, vous avez une allergie au pollen? Ben oui, oui, ben oui. Bon, je sais ce que c'est. Hein. Moi, je mets de l'opticron avec un R, oui. Et alors, madame, si je vous pose la question, quel est le principal trait de votre caractère? Qu'est-ce que vous me répondez? C'est pas facile, hein? Ah, c'est pas facile, vous voyez, quand on est comme ça. Mais oui, imaginez au téléphone. Là, personne ne vous regarde. Vous êtes sympathique. Ben voilà, ben ça se voit tout de suite. Et monsieur, vous me le confirmez? Oui. Vous êtes le mari de madame? Parce que moi, je suis pour la paix dans les ménages. Hein. Vous n'êtes pas son amant. Voilà, non. Vous êtes sympathique, oui, ben ça c'est vrai, ça se voit tout de suite. Bon. Eh bien moi, j'ai mis un petit peu de temps à répondre et puis j'ai finalement trouvé la réponse. J'ai dit, écoutez madame, voilà, moi le principal trait de mon caractère, c'est le courage. Ah ben j'ai pas eu peur de lui dire, non ça c'est vrai. Et je lui ai dit, c'est vrai, c'est pas une vantardise, c'est réel. De toute ma vie, je n'ai jamais eu peur d'un plus petit que moi. Un plus grand, un plus gros, un balèze, un costaud, là je m'écrase. Hein. C'est comme devant un patron. Oh là là, je m'aplatis s'il faut, là là, je peux même dénoncer, hein, le cas échéant. Oui. Mais un plus petit, ça ne me fait pas peur. Et je lui ai donné un exemple. J'ai dit, madame, il y a quelques semaines à peine, nous étions invités, mon épouse et moi, dans un dîner en ville chez des amis. Eh bien, ça s'est très mal passé parce qu'à un moment donné, quelqu'un, à table, a manqué de respect à ma femme. Alors moi, je suis gentil comme tout, mais si on manque de respect à mon épouse, alors là, ça n'est plus la même chanson. Là, je deviens teigneux. Le gars, je lui ai flanqué une torgnole, il est tombé de sa chaise, raide, étalé. Ah bah ça a acheté un froid, bah les parents n'étaient pas contents, il avait 3 ans.
Alors après, elle me dit, quel est le trait de caractère dont vous êtes le moins fier? J'ai dit, ah, madame, c'est la sensibilité. Oui, c'est vrai, je suis trop sensible. Quand Miss France a été élue récemment, là, j'ai pleuré toute la nuit sur mon oreiller. Oh oui, en regardant la tête de ma femme. Ah ben, vous la connaissez pas, hein. J'aime bien, mais... Tenez, je vous donne un exemple. L'autre jour, j'étais embarrassé parce qu'il y avait une ampoule qui était défectueuse à la maison, donc je pars de chez moi. J'habite pas loin d'un bricolex, c'est quand même très pratique. J'arrive avec l'ampoule, parce que les références, les machins, c'est très compliqué, maintenant ça change tout le temps. J'arrive avec l'ampoule, j'avise un vendeur qui regarde l'ampoule et me dit « Est-ce que vous voulez une LED ?» Ah, j'ai dit « Non, monsieur, c'est pas la peine. Non, 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 non. J'ai ce qu'il faut à la maison. » Il voulait m'en vendre 3 pour le prix d'une. Ah ben, j'ai dit non, non, je ne pratique pas encore la polygamie. Alors après, dans les questions comme ça, quand elles s'enchaînent, c'est pas facile. Après, elle me dit ah oui, qu'est-ce que vous changeriez chez vous si vous le pouviez? Ben, j'ai dit mon canapé, parce qu'il est un peu vieillissant. Et alors, une question très à la mode aussi en ce moment, hein, c'est quel est votre geste écolo? Ah, je dis, madame, moi, mon geste écolo, c'est pas compliqué, c'est économiser l'eau. Elle me dit, bravo, monsieur, qu'est-ce que vous faites pour ça? Je dis, pas compliqué, à table, je ne bois que du vin. Alors après, les questions s'enchaînaient comme ça, il fallait répondre du tac au tac, hein, sans réfléchir. À quel moment appréciez-vous le plus vos voisins? Ben, j'ai dit comme tout le monde, hein, quand ils déménagent. Après, quelle est votre fleur préférée? Ben, j'ai dit la fleur de tiare. Ah oui, c'est bon pour le transit. Et puis les questions étaient de plus en plus personnelles. Qu'est-ce que pour vous... Qu'est-ce que la vulgarité pour vous? La vulgarité pour moi, c'est pas compliqué, c'est avoir des auréoles sous les bras, même si on ne transpire que de la tête. Ça a l'air bête, mais c'est très important. Après, les questions sont... Ah oui, alors après, elle m'a posé une question très culturelle. Quel est votre peintre préféré? Eh bien là, j'ai séché. Vous me direz, c'est normal pour la peinture. Alors, c'est vrai, je n'ai pas une grande culture, je n'ai pas une connaissance vraiment des peintres. Alors, j'étais un peu embarrassé. Alors, embarrassé que j'étais, ben, elle était très gentille. Elle a vu que devant mon silence, elle m'a aidé, cette jeune personne, enfin cette dame, cette journaliste. Mais écoutez, nos lecteurs, enfin nos lectrices surtout, veulent simplement savoir, tu parles qu'elles s'en foutent, les lectrices veulent savoir quel est mon peintre préféré, mais enfin bref, si vous êtes plus Léonard de Vinci, Picasso, Goya, j'ai dit, ah bon, elle peint la chanteuse? Oui, il paraît même qu'elle peint debout, vous voyez, oui. Alors j'ai un petit peu hésité, puis ça y est, j'ai fini par trouver, je lui ai dit, ça y est, mon peintre préféré, chère madame, c'est José Gomez. Ah, il n'est pas encore très connu, mais moi je vous le recommande parce qu'il m'a repeint ma salle de bain après un dégât des eaux. C'est impeccable, il n'y a pas une cloque. Alors après, ça s'enchaînait, Ah oui, pouvez-vous me citer une action dont vous avez été fier dans votre vie? J'ai dit oui, madame. Avoir dit à une femme au restaurant dans un dîner en tête-à-tête, ah, vous seriez jolie, je vous inviterais, mais là, ça ne va pas être possible. Après, quel est le métier que vous auriez aimé faire si vous ne faisiez pas celui que vous faites? Je dis, madame, j'aurais voulu être aviateur dans l'armée. Oui, ben oui, parce que comme j'ai les pieds qui gonflent, j'aurais pu espérer devenir chef d'espadrille. Alors après, les questions aussi étaient vraiment de plus en plus pointues. Alors il y avait cette fameuse question très, très traditionnelle dans ce genre de questionnaire. C'est quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Madame, ah ben, faut pas vous mettre au premier rang. Hein. Alors, quel livre emporteriez-vous, chère madame, sur une île déserte? Ah, vous vous posiez la même question. Et alors, la réponse, hein? Alors, oui, il faut cogiter. Alors, un livre, déjà, donc il n'y a pas d'équivoque, vous savez ce que c'est? Ah, le Da Vinci Code. Ah, oui. Ah oui, et après on passe la conduite, comment ça se passe, oui? C'est pas facile le Da Vinci Code. Moi j'ai vu le film, mais j'ai pas lu le livre. Ah oui, mais les femmes ont des réponses extraordinaires, le Da Vinci Code. L'autre jour, à votre place, il y avait une femme charmante comme vous, et qui m'a regardé bien dans les yeux et qui m'a dit le Kama Sutra. Mais madame, qu'est-ce que vous feriez avec le Kama Sutra sur une île déserte? Mais elle m'a répondu avec une effronterie incroyable, mais je ne sais jamais, on ne sait jamais si je rencontre un gorille. Oh. Vous savez, les femmes aujourd'hui. Hein. Alors les hommes, eux, en général, ils ont des réponses un petit peu toujours les mêmes. Ils disent souvent, ben, c'est le Robinson Crusoe. Ben oui, c'est vrai.
C'est vrai que ça paraît... Mais là aujourd'hui, on est samedi, c'est dommage, on n'est pas vendredi, mais enfin bon. Alors moi, j'ai fini par trouver quand même quelque chose. J'ai dit, parce qu'il faut répondre très vite, hein, j'ai dit, ah ben moi, j'emporterai, je pense, le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, Les Trois Moustiquaires. Alors elle m'a dit, non, c'est Les Trois Mousquetaires. J'ai dit, non, madame, sur une île déserte, ce sera Les Trois Moustiquaires. Alors il y a aussi, évidemment, ce livre merveilleux de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, mais dans la traduction française de Frédéric Mistral. C'est beaucoup plus facile. Et puis alors, une autre question aussi, oui. Quelle est la personnalité qui vous a le plus marqué? Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué dans votre vie? Eh bien, je lui ai dit, madame, c'est le Dalai Lama. Alors là, je sentais qu'elle était abasourdie. Je sentais qu'elle tombait de son siège. Elle m'a dit, comment, monsieur? Sous-entendu, vous, monsieur, vous avez pu rencontrer le Dalai Lama au Tibet? Ben, je dis, ben non, pourquoi au Tibet? Aux eaux de Vincennes? Mais il m'a craché dessus, quel chameau! Et puis alors, la dernière question, peut-être la plus emblématique, c'est quel est votre, ou qui est votre héros? Ben là, je n'ai pas réfléchi longtemps, je lui ai dit, mon héros, madame, c'est Emmanuel Macron. Merci d'avoir applaudi, madame. Oui. Ah, je sais qu'on n'est pas nombreux, mais vous savez, je trouve qu'un gars qui est capable, dans la même phrase, de dire le contraire de ce qu'il pense, et de penser le contraire de ce qu'il dit, et de nous faire croire le mardi que ce qu'il va dire le mercredi suivant sera la même chose, alors que ce sont deux choses complètement différentes, moi je dis qu'un gars comme ça force le respect. Et en plus, n'oublions pas que Emmanuel Macron a quand même épousé sa maîtresse sans faire de la peine à sa femme, puisqu'il n'était pas encore marié. Moi je dis bravo, monsieur Macron. Alors, est-ce que vous savez, à propos de M. Macron, que sa dernière déclaration qui est passée sous le boisseau, parce qu'il y a eu d'autres choses, il y a eu justement la déclaration d'Aya Nakamura, dont nous parlait notre ami Paul Duro. Donc, alors moi je dis, moi je la défends, Aya Nakamura, personnellement. Je trouve que c'est une belle femme, et puis Aya n'a pas écouté, et puis elle n'amourra pas si ça ne nous plaît pas. Eh bien, Macron a décidé du lieu de sa sépulture. Et j'ai appris que c'était un apanage des présidents de la République, à condition qu'ils le fassent au temps de leur mandat, pendant leur exercice, ils peuvent décider de l'endroit, alors pas de la date de la mort évidemment, et on lui souhaite bien entendu que ce soit le plus tard possible. Et lui, il a voulu, il a déclaré qu'il voulait se faire enterrer au Mont Valérien. Alors d'ailleurs, il ne se mouche pas du pied, parce que le Mont Valérien, au lieu de la résistance, cela dit, il résiste quand même, bon. Et alors, le corollaire de tout ça, ce qui est assez amusant, c'est qu'il a passé un contrat avec la mairie de Paris. Hein, alors, en l'occurrence, la folle dingue, là, parce qu'elle, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous allez de temps en temps à Paris, mais restez chez vous. Hein, c'est pas... Ah non, mais elle, il aurait fallu la piquer il y a longtemps, parce que c'est incroyable. Alors, incroyable. Alors, il a passé un contrat avec elle. Alors, évidemment, s'il meurt dans 40 ans, elle sera dans 40 ans. Ceux qui voudront aller lui rendre visite au Mont Valérien, quand il sera, comme dirait la palisse, pas de son vivant, mais de sa mort, pourront donc bénéficier d'un voyage gratuit. Il y aura des navettes spéciales, pas des navettes spatiales, des navettes spéciales. Encore que peut-être que dans 40 ans, on sera obligé de passer comme ça. Bon, il paraît d'ailleurs qu'aux Jeux Olympiques, il y aura des hélicoptères volants, des petites voitures volantes. Je ne sais pas comment. Et ce sera gratuit. Vous irez directement de la place du parvis de la mairie de Paris au Mont Valérien. Ça fait quand même une jolie promenade. Ce ne sera pas payant. Hein. Évidemment, il n'y aura pas d'escale, il n'y aura pas d'étape, parce que vous serez enfermé là, pendant une demi-heure. Et alors, comment vous ferez pour reconnaître que ce sont les bons minibus? C'est pas compliqué. Il y aura marqué en gros Macron Valérien. Alors, je vous ai parlé du téléphone tout à l'heure. Maintenant, je voudrais vous parler d'un instrument de sophistication technologique beaucoup plus élaboré qui est Internet. Ah, moi, j'y connais rien. Internet, c'est une catastrophe. J'ai un beau-frère, en revanche, qui s'y connaît très bien, qui est très très fort. C'est un gars, mon beau-frère, il est marrant, c'est le mari de ma sœur. Parce qu'il y a deux manières d'avoir un beau-frère. Soit c'est le frère de votre femme, soit c'est le mari de votre sœur, on est bien d'accord. Moi, je parle du mari de ma sœur. Alors, il s'appelle Francis, ça c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a choisi.
Enfin, il y a peut-être des gens qui s'appellent Francis dans la salle, c'est un très joli prénom, Francis. Et alors, il est gentil comme tout. D'abord, il a quand même le mérite de rendre ma femme... oh là là, oh les lapsus, de rendre ma sœur heureuse, hein, et il a du mérite parce que ma sœur, c'est pas Brigitte Bardot. Hein. Encore que maintenant, de plus en plus. Et, alors, il est très gentil, Francis, il est du Cantal. Il habite dans un petit patelin dans le Cantal, près de Saint-Flour. J'ose pas dire que c'est un petit trou parce que ça s'appelle les Deux Verges. Alors, il faut quand même de la place, hein, forcément. Et alors, en langue de là-bas, en langue patoisante du Cantal, ça s'appelle Las Dos Bitas, ce qui est quand même très explicite. Et Francis est un garçon tout à fait sympathique. Et il est un peu radin, évidemment, parce que il est auvergnat, donc un chou, c'est un chou. Par exemple, au moment de Noël, quand ça sonne à la porte, il dit... Alors, je vous traduis en français, parce qu'il parle surtout le cantalais. Le français, il a eu des problèmes, je ne sais pas pourquoi, il a manqué l'école très jeune, mais il parle parfaitement le cantalais. Alors, moi, j'y comprends rien. Mais alors, donc, quand quelqu'un sonne à la porte à Noël, il dit « Ouais, c'est pourquoi c'est pour les étrennes. Ah, bon, alors glissez-les sous la porte. » Il est quand même un peu orienté, et puis alors il a une philosophie bien à lui. Hein. Par exemple, il ne veut jamais jouer au loto. On dit, Francis Bourgogne ne veut jamais jouer au loto. Alors je vous traduis là aussi. Oh non, parce que le problème avec les lotos, qui dit, on ne sait jamais les numéros qui vont gagner. On lui dit, oui, mais c'est un peu le but du jeu, et là, il s'énerve, il dit, si, il y en a qui savent puisqu'ils gagnent. Faut se le farcir quand même. Hein, Et alors, mais c'est un philosophe, hein, c'est un philosophe. Et il a des phrases comme ça. Alors, je vais vous dire trois phrases qu'il répète assez souvent. Je vais vous les dire dans sa langue à lui, parce que celles-là, je les ai retenues, puis je vous donnerai la traduction après. Il dit, par exemple, Sexta viandox rougeau, t'ava permis punto. C'est-à-dire, c'est pas parce que ton beefsteak est saignant que ton permis est à point. Il dit aussi, Sexta fimel babiou, t'as plus d'oreillus. C'est pas parce que ta femme est enceinte que t'entendras mieux. C'est un philosophe, hein? Ah oui. Et puis il dit aussi, Sexta posi glandous téléviseur, t'as plus de tchoun. C'est pas parce que tu mets des glands sur ta télé que t'auras plus de chaînes. Ah, c'est un philosophe, le Francis. Alors, en tout cas, il s'intéresse beaucoup à Internet. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il y a une traduction simultanée du français au cantalais, je ne sais pas comment il fait, mais il adore Internet et il m'a indiqué l'autre jour un site, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça 2 secondes. Il a un site qui le concerne un peu parce qu'il souffre, alors bon, pourtant il n'a pas un physique exceptionnel, mais bon, il est tout à fait normal, si je puis dire, quand même. Et puis, parce que d'ailleurs, il voulait être comédien. Au départ, il voulait être comédien. Parce qu'à l'âge de 15 ans, on lui avait demandé à la fête du village de faire le chef des Schtroumpfs. Hein, et il avait demandé où il pouvait trouver un habit de Schtroumpf. Il dit non, reste comme tu es, ça va être parfait. Donc ça l'a un peu vexé. Et après, il a voulu quand même, il avait fait un casting pour faire ce qui prouve sa précocité, hein, parce qu'il avait pareil, 20 ans, 25 ans, il avait été pris pour faire la publicité pour le monte-escalier Stana, vous savez. Hein, vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeune, mais et alors si, non, c'est vrai, vous êtes jeune quand même. Hein, et alors, il avait été là-bas, à Paris, et puis le problème, c'est que le jour du tournage, il n'a jamais voulu monter sur la petite chaise vous savez, qui est électrique, il a voulu monter les escaliers à pied, il a dit que ça allait plus vite. Donc, il est quand même un peu spécial. Et alors, il m'a indiqué un site, parce qu'il souffre d'halitose. Alors, l'halitose, c'est la mauvaise haleine. Bon, c'est pas marrant la mauvaise haleine. Hein? Tout le monde rigole et dit « Ah, Robert, il a la mauvaise haleine. » Oui, mais on rigole. Précisément, c'est pas mortel. On peut se foutre de la gueule du gars qui a mauvaise haleine parce que il en meurt pas. C'est vrai, mais enfin, la mouche qui passe devant, elle tombe quand même et elle est... Ah oui. Alors, il m'a indiqué ce site et ce site est très intéressant parce que on peut soi-même aussi, moi, parfois, je n'ai pas tous les jours mauvaise haleine, mais enfin, disons que quand même 20 heures sur 24, quoi, Et donc, c'est quand même très intéressant. Et ce site, c'est quand même l'intérêt d'Internet, hein, c'est que ça peut nous apporter des tas de choses. Et alors, ce site, c'est jepudelagueule.com, qui est un site tout à fait intéressant et qui propose une solution. Et c'est une solution d'ailleurs au sens propre aussi, parce que c'est une vraie solution aqueuse, enfin, c'est une solution liquide à base de plantes, d'herbes, et il paraît que c'est merveilleux.
Et cette solution s'appelle goule fraîche. Alors, goule fraîche, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, ça rafraîchit la goule. Et l'avantage de commander par Internet, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller chez le pharmacien. Parce que vous avez remarqué que les pharmaciens, souvent, sont un peu sournois. Hein. Ils savent très bien pourquoi vous venez les voir quand vous êtes habitué. Vous allez chez votre pharmacien, je ne sais pas s'il y a des pharmaciens ce soir dans la salle. Alors, ils disent « Ah, alors, Madame Chambier, ça va mieux votre corps au pied ?» Comme ça, tout le monde est au courant dans la boutique d'un corps au pied. Bon, j'ai vu l'autre jour chez moi, c'était à Paris, hein. Il y avait du monde dans la boutique, et il y a un gars qui arrive que je ne connaissais pas, bon, parce qu'à Paris, c'est quand même un peu anonyme, mais le type lui dit « Bon, alors, il dit au gars qui était là, « Alors, ça va? Madame est contente? Ça marche bien, le Viagra ?» Alors, et vous savez, moi, à l'âge de 18 ans, un jour, je me rappelle, parce qu'aujourd'hui, on vend les préservatifs comme ça, il y en a même presque sur le parvis de l'église. Mais à mon époque, hein, quand j'avais 18 ans, il y a quoi? Il y a 15-20 ans. Oui, un peu plus, bon. Je voulais des préservatifs. Bon, je vais donc chez la pharmacienne, qui était une dame très, très comme il faut, etc. Puis je regarde bien, elle n'avait pas d'assistante, il n'y avait personne dans la boutique. Je rentre et je dis « Bonjour madame, je voudrais des préservatifs. » « Mais oui monsieur Chevalier, il n'y a pas de problème. » Et là, elle va dans l'arrière-boutique. Alors, je ne sais pas ce qu'elle y a passé comme temps. Elle y a passé 10 minutes, elle les a essayés, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Il y avait évidemment la queue derrière moi, vous allez me dire, c'est normal. Bon, cela dit, j'ai rien senti. Mais quand on cherche un préservatif, on trouve ce qu'on cherche. Et au bout de 10 minutes, de l'arrière-boutique, elle me dit « Monsieur Chevalier, vos préservatifs, c'est avec ou sans réservoir ?» C'est agréable. Ah j'étais coincé. Alors donc là, l'avantage évidemment, c'est que cette potion goule fraîche, c'est soupli discret. Dès que c'est quand même bien. Alors bon, sauf que c'est quand même des bidons de 2 litres. Donc le facteur, il sait, c'est pas grave. Et alors, je voudrais juste, avant de revenir à un autre sujet, vous dire que ce produit fait des miracles. Et il fait tellement de miracles que j'ai en tête, d'ailleurs, c'est ça qui est bien sur Internet, c'est que les gens manifestent leur contentement ou leur mécontentement. Et j'ai notamment 2 témoignages poignants, parce qu'on rigole toujours de la mauvaise haleine, mais encore une fois, ça n'est pas drôle. Ah non, ça n'est pas. Il paraît que 2 Français sur 3 souffrent de mauvaise haleine, vous vous rendez compte? Donc là, s'il y a 400 personnes, ne vous retournez pas, ne regardez pas à côté, restez droit devant vous, voilà. Puis bon, une mauvaise haleine dans la nuque, c'est pas très grave. J'ai bien dit dans la nuque, madame, oui. Et alors il y a un témoignage notamment très poignant de Robert de Romorantin. Ce pauvre homme, il écrit un truc sur Internet, il dit « Oh là, toute ma vie, j'ai eu mauvaise haleine. Vous vous rendez compte, le pauvre garçon, toute sa vie. Il sort du ventre de sa mère, pof, les 2 sages-femmes, le médecin, pof, tout le monde tombe. Là, il a mauvaise haleine. » Bon. Il dit « Ma vie était un enfer. J'ai dépensé des fortunes en bain de bouche et nettoyage du pharynx et du côlon, qui était très douloureux. » Je comprends à cet endroit-là, dites-donc, mais j'avalais 2 litres d'eau de Cologne par jour. Quand j'avais des gaz, ça sentait meilleur que quand je parlais. Alors vous imaginez, le pauvre gars, il va à son bureau. Ah tiens, voilà Robert. Ah salut gars. Non Robert, non, ne nous dis pas bonjour, on préfère que tu pètes. Bon, grâce à Goule Fraîche, maintenant, le bon sens s'est retourné, c'est-à-dire que maintenant, les gens préfèrent qu'ils parlent plutôt qu'ils ne... etc. Bon. Et alors, un autre témoignage aussi de Janine de Strasbourg, une pauvre jeune femme, une Alsacienne, elle doit avoir de grandes oreilles sans doute, qui dit, voilà, j'ai 42 ans, et depuis 20 ans, la pauvre fille, je suis obligée de parler avec la main devant ma bouche. C'est très gênant pour sourire et pour trouver un emploi. Alors les médecins attribuaient ça au stress. J'avais beau leur dire que pour le stress, c'était mes pieds qui transpiraient, ils ne me croyaient pas. C'est vrai que les médecins, quand même, j'ai dit les pharmaciens, mais les médecins, parfois, ils sont quand même pas malins. Alors, heureusement, grâce à Goule Fraîche, maintenant, tout va bien. Plus personne ne détourne la tête quand je parle. Maintenant, ils se barrent avant dès qu'ils voient ma gueule. Alors, après avoir évoqué... si vous avez... vous ne souffrez sans doute pas de mauvaise haleine, mais si vous avez d'autres soucis, comme par exemple des soucis gastriques, des soucis intestinaux, je vous renvoie à un autre site qui est merveilleux aussi, qui s'appelle Constipé là chez vous, et qui vous ouvrira des horizons, évidemment. Alors, j'ai parlé tout à l'heure un petit peu sévèrement, c'est vrai, de notre ami, de notre président Emmanuel Macron, mais je dois dire que être président de la République, ça n'est pas facile. Alors, l'autre jour, à l'occasion d'une balade, j'étais dans Paris, j'ai rencontré un vieux copain qui était avec son
son petit-fils, je dis bien son petit-fils, alors que ce vieux copain a mon âge, donc à peu près 40 ans, et il avait non pas un fils, mais un petit-fils. Et on parlait de politique, évidemment, et le petit-fils me dit « Ah, vous parlez de politique, c'est quoi un président ?» Alors j'ai voulu répondre à la demande de ce petit garçon qui avait 6-7 ans, et je lui ai écrit un petit poème, en quelque sorte, qui s'appelle « C'est quoi un président ?» Alors si on vous demande à quoi ça sert un président, comment ça marche, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il y a dedans, vous pouvez dire sans vous tromper que c'est quelqu'un qui a de la volonté. Pour ce mandat suprême, laurier prestigieux qui depuis tant d'années fait tellement d'envieux qu'à chaque renouvellement la bagarre est ouverte, on n'a jamais connu une campagne déserte. Et pourquoi ce ramdam, ce grand chambardement? Un trône, un sceptre, la lune, une couronne de diamants? Non, un bail de 5 années près des Champs-Élysées, un pavillon coquet, certes, avec du personnel, une intendance qui suit, comme chez les Ripincel, des secrétaires, des jardiniers, des estafettes, cuisiniers, sommeliers et chauffeurs à casquette, tout ça pour pas un rond et la vaisselle en sus, c'est vrai que ça peut tenter quand on n'est pas Crésus. Et oui, la place est bonne pour diriger la France, alors ça vaut la peine un peu de persévérance. Et si dans la compète on se tire un peu la bourre, dans notre République, ce qui compte, c'est l'amour. Une fois élu, le président, la présidente, on ne le sait toujours pas, encore un peu d'attente, faites une déclaration pour dire qu'il est content, pour dire qu'elle est contente. Remercie ses amis qui sont intelligents, mais ne fustige pas les cons de l'autre camp. C'est la France qui parle, le pays qui respire. À partir d'aujourd'hui, plus de place au soupir. Une ère nouvelle commence, le paradis sur terre. Terminer le chômage, gratuite la pomme de terre. Dès les premiers instants, on rassemble ses proches. On n'a pas de temps à perdre, on se réunit sous le porche. On fait appeler Robert, qui veut un ministère. On rappelle sa cousine, celle qui aime faire la cuisine. On lui trouvera un stage, un cours d'apprentissage. On s'était engagé auprès d'un spécialiste, un homme de cabinet qui était en haut de la liste, pour le mettre en bonne place aux affaires culturelles et pan, le v'là mouillé dans un scandale sexuel. Ah, il faut revoir sa copie, penser à l'intérieur, prendre à l'économie quelqu'un qui fait du beurre. Aux affaires étrangères, c'est bien un géographe. Ça peut nous éviter un certain nombre de gaffes. Quant à l'éducation, l'enseignement, les écoles, il faut choisir vite et bien, et pas prendre un mariole. Il faut se lever très tôt, le peuple est impatient. On a fait des promesses, c'est pas pour dans 20 ans. On ne peut pas tout refiler au chef de cabinet, trop jeune, pas d'épaule, gringalet. Décider vite et bien, en expert, en patron, montrer partout qu'ici, au moins, ça tourne rond. La fonction suprême exige des efforts, une attention constante au dehors, au dedans. Sauter dans un avion, à répondre aux journalistes, ceux dont on a les noms et qui sont sur une liste. Prendre l'air contrarié quand on sent que l'heure est grave, parce que va s'effondrer le cours de la betterave. Mais garder le sourire, celui du protecteur, qui va donner au peuple une dose de bonheur. Drôle de métier si convoité que celui-là, mais choisit-on vraiment d'être chef de l'État? Bien sûr, on fait tout pour, on joue des coudes, on se pousse. Quand on y a goûté, on aimerait bien le refaire. Mais c'est dans l'isoloir, hors de la vue de tous, que par l'arithmétique la plus élémentaire, le sort d'un candidat ou d'une candidate se mélange à celui d'une nation ingrate. Car oui, on le sait tous, et même les postulants, que nous autres Français, on n'est jamais contents.